Ok, super. Bonjour à tous. Alors, je vais me mettre le micro comme ça parce que on est passé d'une salle qui était plus petite à une grande salle. C'est vrai que ça ne résonne pas du tout de la même manière. Alors, bienvenue dans cette conférence Open Law. On va vous parler aujourd'hui de preuves numériques et de confiance dans la justice. Et on va essayer de vous sensibiliser aux travaux qu'on est en train de mener, notamment avec Pierre Berlioz et un certain nombre d'acteurs publics et privés, notamment Anne-Lorraine et Solucia, sur l'importance d'essayer de construire un référentiel de bonnes pratiques qui va être commun, qui va faire un consensus entre tous les acteurs sur ces sujets. Alors, pour ça, Pierre Berlioz, je vous le disais juste avant, qui va être l'un de nos intervenants et qui est le directeur scientifique de ce programme, qui est professeur à l'université Paris-Cité, ancien conseiller du garde des Sceaux, Jean-Jacques Ruvreas. On a Anne-Lorraine, j'ai mal prononcé ton prénom, ton nom de famille, Schaeffer, voilà. Anne-Lorraine Schaeffer, qui est chef de produit et client au sein de Solucia Service Protection Juridique. Et moi-même, je vais me présenter tout de suite. Alors, en très très simple, ma mission, c'est de rendre le droit le plus accessible possible. Je le fais au travers de différentes entreprises depuis presque 10 ans maintenant, avec une entreprise de conseil, avec un organisme de formation, mais surtout avec SmartPreuve qui est une solution qui permet de donner une valeur probante à des fichiers photo-vidéo. Et c'est des travaux qu'on a menés en interne dans l'entreprise qu'on s'est dit qu'il y avait un certain nombre de réflexions et un cadre qu'il fallait créer. Et donc aujourd'hui, j'ai pas cette casquette d'entrepreneur en intervenant, même si évidemment ça a nourri un certain nombre de réflexions. J'ai la casquette d'administrateur d'Open Law et de directeur du programme sur le référentiel Preuve. Voilà, ça c'était une présentation. Alors il y a 5 ans, où est-ce qu'on en était il y a 5 ans sur tous ces sujets-là? Et vous allez voir qu'il y a un lien qui est en fait très fort entre ce que devient la preuve et le besoin de preuve aujourd'hui et l'apparition des IA génératives. Alors il y a 5 ans, je donnais notamment une conférence dans le cadre d'un congrès, c'était le congrès Eurojuris. On avait des Américains qui étaient venus nous présenter le logiciel ROS. Et à l'époque, on nous disait que pour entraîner un modèle à l'IA, ça allait coûter au moins 1 million d'euros. C'est en fait une somme dérisoire au regard de tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais à l'époque, c'était énorme. Et que ça allait demander 1 an de travail. Bon. Et donc, à l'époque, on rappelait l'importance du rôle de l'humain, etc., sur toutes ces questions-là. En fait, on était dans des spéculations parce que le marché de l'IA n'était pas encore mûr. Aujourd'hui, on a ChatGPT, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser et faire des choses assez incroyables avec. Et puis, ChatGPT, c'est qu'une partie de l'iceberg, puisque ici, par exemple, c'est toutes les IA génératives qui sont recensées et qui étaient recensées il y a quelques semaines, donc on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, dans plein de domaines. Bon, ça c'est une révolution, et cette révolution, qu'est-ce qu'elle va induire? Elle va permettre de créer plein de choses. Elle va permettre de faire de l'information juridique personnalisée, elle va permettre de rédiger des réponses à un certain nombre de questions, elle va permettre de faire des présentations PowerPoint en 2 clics sur des sujets, elle va permettre de créer des réponses de droit pour les étudiants qui sont bluffantes. Pareil, on en a parlé dans la précédente conf, etc. Bref, il y a des dizaines de solutions qui sont possibles. Maintenant, ce que je veux vous montrer, ça, c'est les solutions qui sont vertueuses. Maintenant, on pourrait tout à fait se dire, l'IA est quelque chose de puissant, je vais l'utiliser de manière détournée au profit de mes intérêts, qui ne sont pas forcément des intérêts bienveillants. Donc voilà, l'IA ne fait pas forcément que du bien. Et c'est là où on arrive à la question de l'impact de l'IA sur la définition du tiers de confiance aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Qui se rappelle de Trump qui a été interpellé à New York? Levez la main. Qui se rappelle de cette scène? Je l'ai fait dans un congrès d'huissiers, ils ont tous levé la main. Oui, je me rappelle, c'était il y a 3 ans, il s'était fait arrêter. Bon, c'est bien, il n'y a que 3 ou 4 mains qui se sont levées là. Évidemment, c'était une fake news qui avait été inventée de toutes pièces et qui, à l'époque, pendant 24 heures, avait tourné sur le web avec plein de personnes qui étaient persuadées que Trump avait été arrêté de manière un peu musclée au pied de sa tour à New York. On comprend bien que tous les outils que je vous montrais là, si je reviens sur la slide, hop là, ici, tous ces outils-là sont accessibles en quelques minutes et pour 0 ou quelques euros à tous. Donc on est sur un accès universel à des outils qui sont extrêmement puissants. La conséquence de ça, c'est quoi? Je prends un exemple très concret, qui va probablement parler à Anne-Lorraine. J'ai un dégât des eaux.
petit dégât des eaux qui est apparu d'ailleurs, peut-être pas la semaine dernière, mais il y a quelques temps. Je me dis, merde, ma salle de bain, là, j'aimerais bien la refaire. J'en ai pour 1 000 € de matériel, je suis un peu bricoleur, j'ai pas les 1 000 € à sortir, j'ai pas envie de faire un crédit pour ça. Bon, je vais dire à mon assureur de prendre en charge mon dégât des eaux. Bon, s'il n'y a que ça, peut-être pas 1 000 € de réparation. Je vais aller sur Photoshop, je vais entourer, ou un autre outil, je vais entourer la zone dans laquelle il y a un dégât des eaux qui a mal tourné sur mon plafond. Je vais appliquer la fonctionnalité étendre avec l'IA. Et j'ai un dégât des eaux un peu plus significatif. Je vais pouvoir envoyer une photo à mon assureur pour leur dire bah ouais, j'ai eu un dégât des eaux, je suis parti en vacances un mois, je suis rentré, c'est comme ça. Est-ce que vous pourriez j'ai fait faire un devis, il y en a pour 1 000 €, est-ce que vous pourriez m'indemniser? L'assureur prend en compte la bonne foi de son assuré, soigne son service client, va se dire c'est un petit montant, il est coffré, je rembourse. Là, ici, on est face à une fraude. C'est une fraude qui existait déjà, elle n'est pas nouvelle. Par contre, on se rend compte qu'avec les IA génératives, c'est une fraude qui peut se généraliser et qui peut avoir des impacts considérables sur la confiance que vont s'accorder les citoyens entre eux, qui vont accorder à des entreprises ou qui vont accorder à une institution. Donc ça, il y a un travail ici à faire qui est énorme sur, finalement, à quoi se fier et comment j'apporte des garanties qui vont être d'ordre technique, qui vont être d'ordre d'habitude de comportement au sein des entreprises ou en tant que justiciable et ainsi de suite, pour recréer de la confiance là où aujourd'hui elle peut se déliter. On a beaucoup dit le Web 2 a accéléré les doutes et la perte et les fake news. En fait, on se rend bien compte Web 3, on se rend bien compte, Web 2, on se rend bien compte qu'avec les IA, on va avoir une accélération de tout ça. Et en fait, tout peut être inventé de toutes pièces. C'est très difficile de dissocier le vrai du faux. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question qu'on se pose au sein d'OpenLaw, il y a plusieurs manières de faire. Soit on se dit, on part de toutes les normes qui existent déjà et qui sont établies. Ces normes, en fait, elles sont toutes un peu datées. Quand on regarde les ISO, quand on regarde, on avait fait une étude un petit peu approfondie avec Pierre, elles sont toutes relativement datées. Alors, il y a des pratiques qui sont intéressantes, mais globalement, elles sont pas en mesure de résoudre les difficultés que je viens de vous montrer là, qui sont notamment liées à l'apparition des IA génératives. Et donc, on va se dire, on va plutôt partir du terrain et des pratiques terrain, et on va faire remonter les pratiques du terrain, on va les documenter, on va se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est une bonne pratique, qu'est-ce qui est une mauvaise pratique, qu'est-ce qui est une bonne pratique, mais avec des points de vigilance qu'il faut appliquer quand on est avocat, quand on est juriste, quand on est magistrat, et qu'on va nous demander d'étudier tel ou tel type d'éléments pour démontrer un fait juridique. Donc voilà, donc on est actuellement, on mène une enquête qui est en cours. Je vous invite à scanner le QR code et y répondre si vous le souhaitez. Et c'est une enquête, je la prendrai à la fin, je la déroulerai à la fin, qui va nous permettre de faire remonter un maximum de bonnes ou de mauvaises pratiques, de les documenter et de créer un référentiel. Et l'objectif de ce référentiel, c'est qu'on le co-construise avec notre communauté, c'est comme ça qu'on fonctionne avec OpenLaw, et qu'elle fasse consensus. Et quand je dis notre communauté, c'est avec des institutions, c'est avec des acteurs privés, c'est avec des startups, c'est avec des grandes entreprises, bref, c'est toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui ont à un moment donné intérêt à le faire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le retour terrain. Puisque vous l'avez compris, j'ai pris un cas d'usage en plus qui est en lien avec du risque. Vous, en tant qu'assureur, vous avez, et surtout quand vous êtes une protection juridique, vous avez les cas terrain, parce que vous voyez tous les jours des situations d'assurés qui sont confrontés à des problématiques qu'ils doivent démontrer, des faits juridiques qui ont un préjudice pour eux. Premier point. Et puis, deuxième point, comme vous avez un très fort volume, vous êtes au cœur de ces sujets-là et vous allez innover. Donc, c'est pour ça qu'on vous a invité à Noren. Et je vous laisse vous présenter et nous dire ce que vous faites, la démarche dans laquelle vous êtes. Il y a la slide juste après. Bonjour à tous, donc je m'appelle Anne-Lorraine Schaeffer, je travaille chez Solucia Services et Protection Juridique. Et effectivement, je vais vous parler du rôle de l'assureur de protection juridique auprès de nos assurés pour les accompagner au moment de trouver les bonnes preuves, parce que c'est un sujet en effet très actuel chez nous. Donc, comme je vous le disais, on travaille dans une protection juridique, donc on construit des offres à destination des particuliers et des professionnels.
On a donc un public très large, des problématiques très différentes. On accompagne également des comités d'entreprise. Ce qu'on leur apporte, c'est quoi? C'est déjà du renseignement juridique qui est illimité, qui est sur tous les domaines de droit. Donc là, on essaye de faire énormément de prévention, notamment en matière de preuve, dès cette étape-là, donc en amont de tout litige ou de tout problème. On les accompagne aussi pour les démarches administratives et pour les questions de protection juridique. Donc ça, c'est la prise en charge des frais de justice et l'accompagnement en phase amiable et judiciaire. Donc notre rôle, c'est un peu comme Alexis, nous aussi, on veut rendre le droit accessible à tous et accompagner nos assurés avant le litige, en phase amiable et en phase judiciaire. Concrètement, comment on peut les accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ça passe par l'information. L'information sur leurs droits, sur leurs devoirs et aussi sur la procédure. Voilà, comment ça se passe. Même si le dossier va être transmis à un avocat, on constate qu'on a énormément d'assurés qui sont encore assez frileux à l'idée d'appeler ou de déranger leur avocat pour des questions et qui se retrouvent parfois au milieu de procédures qu'ils ne comprennent pas forcément. On met aussi en contact nos assurés avec des professionnels du droit, comme des experts des avocats, et on prend en charge ces frais de justice. Donc comment, de manière pratique, en tant qu'assureur protection juridique, on peut se positionner en matière de preuves? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos assurés et qu'est-ce qu'on peut constater également comme retour et comme problématique de leur part? Donc, comme le disait Alexis, en tant qu'assureur, on est en relation avec de nombreux avocats parce qu'on a donc notre propre réseau d'avocats, mais nos assurés peuvent également faire appel à l'avocat de leur choix. On intervient aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels dans toute la France, dans tous les domaines de droit. On a donc énormément de retours d'expérience, aussi bien sur les moyens de preuve qui vont être plus ou moins demandés par les avocats, mais lors de la constitution du dossier, mais également sur les moyens de preuve qui vont être plus ou moins acceptés ou non pour les juges. Donc, avec toute cette matière, ça nous permet de conseiller et d'orienter nos assurés de la meilleure manière avec nos retours d'expérience, avec les usages pratiques. On a donc à ce moment-là un double rôle, aussi bien en prévention qu'en information. Alors la prévention, ça passe par ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le renseignement juridique. La majorité de nos contrats de protection juridique, que ce soit d'un contrat d'habitation, un contrat de protection juridique santé ou automobile, on va inclure du renseignement juridique en illimité sur tous les domaines de droit. Notre but, c'est que les assurés aient comme réflexe de nous appeler en amont de tout litige quand ils se disent qu'il y a un risque de litige, une situation qui peut devenir complexe, pour être déjà informés sur leurs droits et que nous, en amont, on va leur expliquer comment se protéger d'un éventuel litige, comment récolter des preuves qui parfois semblent évidentes ou toutes simples, mais ça peut être tout simplement d'effectuer un paiement par virement bancaire et non en liquide, de demander des devis avant toute facture et de les avoir signés. C'est des choses qui peuvent paraître toutes simples, qui ne sont pas évidentes pour tout le monde et qui permettent de se protéger en amont de tout litige. Alors, ensuite arrive la phase amiable. Donc en phase amiable, avant donc toute saisine du tribunal, nos assurés nous contactent pour que les juristes puissent intervenir pour défendre leurs intérêts, contacter l'adversaire et entrer dans une phase de négociation. Dans cette phase amiable, on est assez souple sur le mode de preuve. Comme il n'y a pas de tribunal, pas de juge, on peut même engager une procédure en phase amiable sans preuve. Évidemment, on dira à notre assuré qu'il a moins de chance dans la négociation et on le déconseillera d'aller en phase contentieuse. Néanmoins, en phase amiable, on va être quand même très large sur les modes de preuve parce que la personne, l'adversaire, aura en général un peu moins de connaissances juridiques, moins de méfiance aussi, et pourra plus rapidement se rendre compte que lui, il saura que la preuve n'a pas été trafiquée et donc il y a un risque pour lui que ça aille au contentieux. Alors, en revanche, pendant le litige, donc là, nous, on essaye d'avoir fait tout ce travail en amont pour éviter le litige. Nous, on essaye justement de diminuer le risque et de régler un maximum de litiges en phase amiable. C'est un intérêt énorme pour l'assuré parce que c'est déjà un gain de temps très important ainsi qu'un gain financier. En revanche, en judiciaire, là, on ne peut pas constituer un dossier sans preuve. Les preuves seront toujours demandées par les avocats.
Donc, en pratique, je vais vous présenter un peu les modes de preuve qu'on privilégie, mais aussi leurs limites. C'est pour ça que l'intérêt du rôle du juriste qui intervient à chaque étape est essentiel, ainsi que sa connaissance des autres dossiers pour pouvoir vraiment orienter chaque assuré selon sa situation, son litige et l'étape de sa procédure. Donc, c'est la première étape. De toute façon, dès qu'un assuré nous contacte pour nous déclarer un litige, la première chose qu'on lui demande, c'est de nous expliquer les faits, ce qui s'est passé, et de nous transmettre l'ensemble des documents qu'il a en sa possession, l'ensemble des éléments probants. De manière assez classique, la première chose qu'on nous transmet, c'est un tas énorme de photos, de vidéos, de captures d'écran prises par l'assuré avec son smartphone, qui sont de plus ou moins bonne qualité, qui sont datées de manière assez discutable, voilà, assez étonnante, et très souvent en très très grande quantité. On a voilà, des captures d'écran dans tous les sens, des SMS, des vidéos, des enregistrements audio qu'il faut écouter 5 fois pour parfois comprendre le sens de l'enregistrement. Donc c'est parfois assez difficile d'avoir cette première phase avec l'assuré en lui disant alors merci pour toutes ces informations, il y en a énormément, mais malheureusement on ne va pas en faire grand-chose. Parce que le premier problème qu'on a, avant même de parler de modification d'intelligence artificielle qui aurait pu générer autre chose, c'est le problème d'identification des protagonistes. On pense notamment aux réseaux sociaux où il y a des utilisations de pseudos, aux échanges SMS où il y a sûrement des surnoms. Je pense aux nombreux SMS où il y a écrit mon amour qui a envoyé des menaces. Voilà. Comment prouver que mon amour c'est bien l'adversaire? C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le premier problème. Et après, évidemment, il y a le problème de tous ces éléments-là qui peuvent avoir été très facilement modifiés, que ce soit la date, que ce soit l'ajout d'éléments, la suppression d'éléments, des vidéos coupées, sorties de leur contexte, etc. Donc nous, notre seule manière d'accepter ces moyens de preuve-là, c'est de les faire attester en second temps par un huissier qui va intervenir pour retranscrire, par exemple, une conversation ou qui va intervenir pour attester une page web ou une page internet. Donc ça, c'est quand même assez compliqué à annoncer à l'assuré parce qu'il pense avoir les preuves nécessaires. On va lui demander de débourser des sommes supplémentaires et surtout, il faut que tous ces éléments-là soient encore disponibles en ligne parce que très fréquemment, c'est des éléments qui peuvent être supprimés, effacés ou qu'on ne trouve plus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on demande à nos assurés? Finalement, on demande des preuves assez classiques, voilà, parce qu'il y a tellement de moyens, comme le disait Alexis, de modifier gratuitement, facilement, un peu tout et n'importe quoi, que les juges maintenant sont assez frileux quant à toutes ces preuves numériques et on reste sur des choses assez classiques, notamment donc, le constat d'huissier. Alors ça, on le demande très peu en phase amiable, parce qu'encore une fois, la phase amiable, ça a pour but d'être quand même moins cher. Un constat d'huissier, ça reste assez onéreux, surtout lorsqu'il faut montrer une répétition. On a souvent le cas dans des conflits de voisinage, par exemple, où les assurés veulent montrer que le voisin se gare devant leur garage tous les jours. On ne va pas faire venir un huissier tous les jours et faire un constat par jour. En revanche, en phase judiciaire, c'est très très souvent demandé par l'avocat. Mais on voit aussi qu'en pratique, c'est assez limite. Encore une fois, je prends l'exemple des troubles de voisinage. Notamment, on a un dossier avec des troubles sonores. Ça, c'est assez compliqué de prévoir à quel moment les voisins vont faire du bruit et pour combien de temps. Et même si les huissiers peuvent être très réactifs et intervenir dans l'urgence, on ne peut pas appeler un huissier pour constater des bruits qui vont durer 10 minutes et peut-être reprendre 1 heure après ou peut-être pas. Pareil, on avait un cas récemment sur une perte d'ensoleillement due à une construction. Ça aussi, comment faire venir l'huissier quand le soleil est bien placé, qu'il n'y a pas de nuages, etc. Donc c'est quand même assez compliqué, mais c'est encore ce qui est assez privilégié. On privilégie aussi beaucoup les expertises dès qu'il y a un avis technique qui est nécessaire. Donc on n'est pas en partenariat avec des experts automobiles, en bâtiment, expertise médicale, etc. Là, le gros avantage pour nous, c'est que donc il y a la partie photographie, mais en plus de ça, l'expert va permettre d'établir un lien de causalité entre l'origine du dommage, le responsable et l'indemnisation. En plus, l'avantage pour notre assuré, c'est qu'en tant qu'assureur protection juridique, on prend en charge une partie des frais d'expertise. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très valorisé avec l'expertise contradictoire.
On peut aussi demander des témoignages, ce qui est un petit peu plus rare. Donc ce qu'on fait aussi chez Solucia, c'est qu'on essaye toujours de proposer à nos assurés de nouveaux outils, de nouveaux services. Ça peut passer par des choses qui n'ont rien à voir avec la preuve, comme par exemple un service d'assistance psychologique ou d'assistance sociale dans certains cas. Et là, on travaille notamment avec Alexis, avec SmartPreuve, pour essayer de proposer à nos assurés un nouvel outil. Donc on leur propose d'utiliser la web application SmartPreuve pour prendre une photo depuis leur téléphone, mais cette photo va être horodatée, géolocalisée et ancrée sur la blockchain, transmise à un commissaire de justice qui va pouvoir attester de la véracité de la photo. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les preuves numériques et toutes les preuves de manière générale, quand elles émanent uniquement de la personne qui a pris la photo, elles n'ont que très très peu de valeur. Qu'il faut qu'il y ait un tiers qui intervienne, que ce soit un huissier, enfin un commissaire de justice, un expert, quoi d'autre, c'est à peu près tout, un tiers, si on parle d'un témoignage, etc. Mais que la preuve qui émane uniquement de la personne qui la démontre a très très peu de valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de solutions. On est en train d'essayer de faire, pour gagner du temps et pour que ce soit moins cher, de trouver une solution un peu hybride entre le constat d'huissier, où c'est l'huissier qui va être à l'initiative de la preuve, c'est lui qui va prendre lui-même les photos, qui va se déplacer, etc. Et la photo prise par le justiciable. On est en train d'essayer de trouver des moyens pour donner une valeur juridique à la photo prise par le justiciable. C'est ce que fait Alexis avec SmartPreuve, c'est ce qu'on essaye de proposer à nos assurés. Après, c'est des choses qui sont encore assez nouvelles, donc il faut que les assurés aient le réflexe de faire ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre premier réflexe, c'est de sortir notre portable et de prendre des photos dans tous les sens, en espérant qu'après, les photos qu'on ait prises, on les fasse attester, valider, etc. Sauf que dans ce sens-là, c'est pas possible. Donc nous, on travaille, c'est encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, en formation, c'est les bonnes pratiques dont parlait Alexis tout à l'heure, pour essayer d'intervenir en amont, pour essayer d'expliquer en amont que voilà, pour récolter une preuve, sortir son portable directement, ça sert à rien, qu'il y a des solutions qui existent comme SmartPreuve pour donner une valeur juridique à la photo, mais il faut qu'on prenne la photo avec SmartPreuve, on ne peut pas prendre sa photo et ensuite l'envoyer, ce serait trop facile, ou faire intervenir un huissier. Pareil, on essaye de faire aussi de l'information juridique sur ces sujets-là, parce que le rôle du commissaire de justice est parfois méconnu. On a beaucoup d'assurés qui pensent que le commissaire de justice arrive juste pour saisir des meubles, ou pour faire des constats avec sa petite mallette comme dans les films, alors que maintenant il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Donc nous, on a en tant qu'assureur un gros travail d'information, de prévention, et aussi on se tient informé des nouveaux outils pour pouvoir les mettre à disposition de nos assurés. Merci beaucoup Anne-Rennes. Juste effectivement un point, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ensemble d'outils qui aujourd'hui adoptent des technologies qui vont permettre d'apporter des garanties sur des fichiers qui vont être collectés par le justiciable. Donc ça, effectivement, vous en parlez de ce sujet-là. On travaille ensemble sur ces sujets-là. Je ne suis pas sur une conf personnalisée. Merci beaucoup de sponsoriser. Donc merci beaucoup d'avoir parlé de SmartPreuve. Mais juste pour resituer en fait l'enjeu, il y a un enjeu de quelles sont les garanties qui vont être apportées par les outils qu'on utilise sur le fichier qui est collecté. Tu le disais à juste titre. En fait, aujourd'hui, quand on prend une photo avec son smartphone, pourquoi la valeur probante va être discutable? Parce qu'en fait, quand vous allez dans votre pellicule, vous pouvez modifier la date, l'heure, le lieu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des outils qui sont pensés par les smartphones pour aider son utilisateur à faire du tri, à faire des albums de famille, des albums de vacances. C'est pour ça qu'on lui permet de modifier ce type de méta. Et aujourd'hui, il y a des outils tiers, et nous, c'est le cas, c'est le parti pris qu'on a eu, c'est de créer un maximum de garanties au moment de la collecte du fichier, qu'on va doubler ensuite avec la blockchain. La blockchain a tout son sens, puisqu'en fait, on va ancrer sur la blockchain des éléments qui sont fiables à la base, dont on a des garanties que les fichiers photos, vidéos ne sont pas transformés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'on a aujourd'hui, qui peut aussi avoir ses limites, et ça va nourrir justement les réflexions qu'on a dans le référentiel preuve. C'est OK, on a un outil qui va permettre de faire de la photo géolocalisée, eurodatée, on l'ancre dans la blockchain, donc on est à peu près certain que le fichier n'a pas été transformé par des IA génératives, on est certain du lieu et de l'heure à laquelle ça a été pris. Néanmoins, on peut continuer à avoir des moyens de tromper la machine. Les moyens, ils sont doubles. J'utilise un VPN, ma géolocalisation n'est pas la bonne. Je prends une photo de photo. Quid d'une photo de photo? Je peux essayer de tromper la personne qui va recevoir la preuve. Donc ça, justement, alors il y a des contre-champs qui permettent de le faire.
par exemple, c'est pour ça qu'on dit toujours à nos utilisateurs de prendre des solutions similaires à la nôtre. Et la recommandation qu'on fait et qu'on est en train de nourrir avec OpenLaw, par exemple, c'est en face de ça, vous utilisez un outil tiers, prenez un maximum d'éléments de l'environnement. Parce que si vous voulez tromper sur la géolocalisation, mais que vous avez pris, par exemple, ici une photo de la fenêtre, vous allez tout de suite voir que vous êtes effectivement porte-maillot. Donc vous allez pouvoir corréler les photos de ce que vous voulez démontrer avec son environnement. Et en recréant ce lien-là, vous allez apporter des garanties supplémentaires à la géolocalisation technique qui va être captée. La photo de photo, aujourd'hui, vous pouvez créer un mécanisme d'alerte qui vont dire attention, tous les points sont à la même distance de l'objectif au moment où vous avez pris la photo. Donc du coup, ça va être un point d'alerte. Peut-être que vous vouliez prendre simplement un règlement affiché sur un mur et que vous aviez l'obligation d'afficher ce règlement en matière d'RH, et voilà. Mais au moins, si demain un magistrat, un arbitre, un avocat reçoit cette preuve-là, il va pouvoir se dire attention, tous les points sont à équidistance. Est-ce que c'est normal ? Oui, puisque l'objectif était de démontrer un affichage. En revanche, si c'est une photo du Mont Saint-Michel, non. Là, il y a un problème et clairement, on a trompé la solution. Donc, c'est vraiment la démarche en fait de documentation dans laquelle on est, qu'on fait partir du terrain. Et c'est hyper important d'avoir ces retours d'expérience d'acteurs comme Solutia, d'entreprises, d'avocats et ainsi de suite, parce que c'est ce qui permet d'avoir un maximum de retours sur les pratiques et de les documenter ensuite. C'est de se dire quel est l'état de l'art aujourd'hui et cet état de l'art, qu'est-ce qu'il apporte comme garantie, qu'est-ce qu'il a comme limite. Et en documentant tout ça, on fait monter en compétence les juristes qui travaillent sur cette matière-là, les entrepreneurs ou les justiciables qui ont des besoins de preuves au quotidien. Et éventuellement, on peut aussi sensibiliser des magistrats qui, aujourd'hui, ça sera l'objet de ton propos, Pierre, donc je ne vais pas le spoiler, mais qui sont face à une énorme, tu parlais de montagne de preuves, effectivement, ils sont face à cette montagne de preuves, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils font le tri, et ainsi de suite. Pierre, je te passe la main sur cette partie. Merci Alexis. Vous avez tous les deux dit que votre boulot, c'était de rendre le droit accessible. Bon, je vais aller dans le même sens. Prof, mon boulot, c'est aussi de rendre le droit accessible. Oui, tu le disais, aujourd'hui, si on prend les choses d'une manière classique, comment est-ce qu'on aborde le point juridiquement ? On est sur des preuves de fait. Évidemment, on ne parle pas là de problématiques de signature électronique, de problématiques d'écrit électronique. On est sur de la preuve de fait. Le principe, on l'aborde en général en première année, principe de liberté de la preuve, souveraineté des juges du fond, merci, on passe à autre chose, c'est terminé, le point est réglé, circuler, il n'y a rien à voir. Effectivement, on peut l'aborder de ce point de vue-là, c'est simple, c'est rapide, et tout le monde est content, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est que ce qu'on voit remonter instinctivement, professionnellement, et donc c'est pour ça qu'on essaie de collecter le maximum d'informations, c'est que, oui, le principe, il est évidemment opérant, il peut fonctionner, mais ça génère des délais, ça génère des frais, ça génère de l'incertitude. Et donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas mettre un petit peu plus de lisibilité dans le fonctionnement pour pouvoir aller un peu plus vite, être un peu plus efficace et, le cas échéant, réduire un petit peu les coûts. L'objectif, c'est évidemment pas d'aller vers ce qu'on peut faire. Je citais la signature électronique, par exemple. L'idée, c'est pas de refaire un règlement IDAS. C'est pas de dire, alors voilà, il faut passer par tel et tel processus, avoir tel et tel instrument pour pouvoir être sur une signature sécurisée de niveau X, Y, Z, 1, 2, 3. C'est pas ça l'objectif. On n'est pas dans une démarche de réglementation, dans une démarche de création d'un cadre réglementaire qui va dire, voilà, pour une photo, si on veut produire une photo, on a ça, on a tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. Peut-être que le législateur y viendra, mais nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire. De toute façon, on sait très bien qu'on n'aboutira pas. Non, l'idée, c'est d'essayer autant que faire se peut de donner des outils finalement à deux publics et au sein duquel la puissance publique peut faire un relais. Le premier public, c'est celui qui a à apprécier la preuve. Donc, au premier chef, le juge, qui peut être aussi un arbitre, le cas échéant un peu moins dans un amiable, mais essentiellement face à un juge au sens large. Et est-ce que ce juge, on ne peut pas lui donner quelques
recette, lui donner un guide, quelque chose qui lui permette de faire au moins un premier tri et d'avoir une sorte de grille de lecture de ce qu'on peut lui apporter en se disant « Ah tiens, ok, là, si j'applique 2-3 petits critères simples, ça, je peux me dire que ça a une valeur un petit peu supérieure à une autre. » Et donc de se faire une sorte de première approche, quitte à ce qu'ensuite il puisse aller vers une expertise, vers des constats, vers un transport sur place. Non, je rigole, pour un juge, globalement ça se fait plus, quoique sur quelques dossiers quand même. Donc voilà, d'avoir un premier outil de tri. Et puis aussi, parce qu'on voit se développer un certain nombre d'acteurs, SmartPreuve en est un, il y en a d'autres, d'acteurs qui viennent précisément essayer de combler ce manque, mais avec une qualité et une éthique plus ou moins variables. Donc l'idée, c'est aussi, le cas échéant, de pouvoir apporter des éléments qui vont non pas faire le tri entre les preuves, mais aussi le tri entre les acteurs pour dire ah tiens, bon, là on a une forme d'hygiène aussi, de bonnes références, de bonnes pratiques qui va permettre de faire que certains acteurs vont être acteurs de confiance parce qu'ils suivent aussi cet outil, ils suivent aussi ce guide qui permet d'apporter de la confiance et de se dire bah tiens, si on utilise leur outil, on peut être sûr, alors que si on utilise celui d'un autre qui ne va pas montrer patte blanche à l'égard de cet outil, bah, c'est peut-être un petit peu moins sûr. Donc voilà, l'idée, c'est de s'inscrire dans un cadre de droit souple, pas d'appeler à une législation, pas d'appeler à une réglementation complémentaire qui apporterait de la rigidité. On ne cherche pas à apporter cette rigidité, mais plus d'être dans ce cadre de droit souple, quitte à ce que certaines maturités arrivant, justement, le législateur puisse s'en emparer à terme et se dire, tiens, là, il y a des choses que je peux cranter dans un texte de droit dur. Donc, la première étape, et Alexis l'a dit, la première étape, pour essayer de raisonner non pas dans le vide, la première étape, c'est de faire justement remonter au maximum, d'où vraiment l'importance de cette enquête qu'on essaie de diffuser, de ce questionnaire qu'on essaie de diffuser le plus largement possible. Il est aussi sur le site d'OpenLaw, on peut le retrouver facilement. C'est d'arriver à la fois recenser les difficultés et recenser les pratiques pour voir un peu les recoupements, voir les grandes lignes qu'on peut tracer, voir un peu ce qui constitue une pratique commune, des éléments de pratique commune autour desquels on va pouvoir bâtir cet outil. Et ensuite, l'objectif est vraiment de construire, c'est pour ça qu'on parle de référentiel, je vais pas parler, je pourrais évoquer aussi un peu l'idée qui existe dans d'autres secteurs. Alors c'est un peu plus facile à faire, entre guillemets, mais un peu la même démarche qu'on a sur les barèmes qu'on peut avoir en matière de réparation, dans d'autres sujets, où l'idée est toujours d'avoir ce guide, d'avoir cet outil qui va permettre une première lecture et ensuite donc d'apprécier si on a besoin d'aller au-delà, de recourir à des éléments complémentaires ou si on peut d'emblée hiérarchiser les éléments qui nous sont fournis à partir de critères simples à mettre en œuvre, assez généraux d'application et donc qui permettront de se dire bah voilà, bonne pratique, c'est d'aller, tu le disais, d'avoir plusieurs photos contextualisantes, d'avoir des éléments qui vont permettre d'apprécier la qualité à partir de tel et tel point, d'aller rechercher d'aller voir dans les méta un peu comme on peut, juste une analyse très simple, détecter une fraude la plus basique qui soit, parce que finalement, dans la plupart des cas, on va le faire, c'est du fait maison, donc c'est finalement assez facile à détecter, mais pas forcément connu. Donc c'est aussi apporter ces éléments d'information qui permettent de se faire cette première idée. Donc je veux dire, c'est du parajuridique. Encore une fois, je parlais du principe de liberté de la preuve, je parlais de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux juges.
Mais il s'agit d'avoir ce premier rapport qui à la fois orientera ceux qui proposent des outils, qui orientera aussi le lecteur de la preuve pour donner ces références de base, d'où l'idée de référentiel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent spontanément intervenir? Il y en a deux. Ah, je vais vous passer le micro, sinon la prise de son n'est pas bonne. Allez-y, monsieur. Ouais. Bonjour. Votre intervention me suscite beaucoup de questions, notamment par rapport à ce qui a été dit en raison de les expertises. Nous, avocats, on est experts à contredire en disant que ce n'est pas opposable en raison qu'elle n'était pas contradictoire. Donc, on balaye assez facilement les expertises. Après, pour ce qui est je fais un peu de droit comparatif. Donc, je suis au barreau aussi de Lisbonne et les juges ont pris l'initiative pour ce qui est des mails, où il y a possibilité de produire la metadata, de demander la metadata, donc chose qui n'est pas pratique en France. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour ce qui est après par rapport au constat du lycée, j'apporte un peu, ça finira par peut-être une question à la fin, mais j'apporte un peu de mon expérience, c'est qu'on voit que le commissaire de justice, il fait un constat physique, il se déplace pour faire ce constat. La solution que vous nous proposez, c'est un constat distanciel. Donc il reçoit la photo et donc par la suite, il certifie qu'elle est conforme ou qu'elle n'était pas adultérée par rapport à la photo qui a été prise. Donc nous, avocats, ça me suscite tout de suite. Je vais mettre en cause non la photo en soi, mais la façon comme les données ont été transmises. Oui, l'idée n'est pas qu'il fasse un constat, hein, qu'on soit bien clair. Alexis, tu peux exposer juste et vous. Alors, et ça rejoint la discussion qu'on avait dans l'autre conférence sur le travail intelligent à faire entre les nouveaux outils et les professions réglementées du droit. Un constat déporté, c'est interdit et ça vaut rien. Il y a une jurisprudence récurrente depuis 2020 sur le sujet. Donc, l'intérêt de mettre potentiellement l'huissier dans la boucle, en revanche, c'est d'apporter un caractère dissuasif aux éléments qui vont être transmis. Et là, je me mets en avant contentieux. C'est aussi pour ça, par exemple, que Anne-Lorraine, vous l'utilisez chez Solucia. Je parle du cas parce que je le connais bien, je te laisserai intervenir si tu es en complément. C'est qu'en fait, c'est un élément qui va permettre, le cas échéant sur le terrain, un voisin de mauvaise foi va savoir qu'il y a des éléments probants qui sont chez un huissier ou chez un commissaire de justice, c'est la même chose. Et du coup, ça va lui donner, ça va le contraindre à négocier beaucoup plus facilement et ça évite le litige et le différend. Par contre, attention, constat déporté, ça vaut rien et on ne rend pas un constat. C'est juste une attestation que rend l'huissier, et l'huissier n'est pas là pour décrire les éléments de contexte, puisqu'il ne s'est pas déplacé sur site. J'irai plus loin. La solution, en tout cas, qui me passe à l'esprit, c'est plutôt une confrontation avec la partie adverse de la légitimité, le faire confronter. Parce que le contradictoire, le principe du contradictoire, passe toujours parce que la personne, elle a son mot à dire par rapport à la preuve. S'il y a un constat, s'il y a une photo qui a été prise et que par la suite, on oublions le commissaire de justice, mais que soit envoyé, bien évidemment, après, le business model n'est pas le même, il y a un surcoût, il y a l'efficacité n'est pas la même, mais de renvoyer une lettre avec ses preuves pour que la personne vienne se dire ou exposer ce qu'elle a à dire par rapport au constat qui a été fait, même si on parle constat de la personne, de celui le demandeur. Je pense qu'en termes de preuves, en termes de légitimité devant une procédure contentieuse, elle aura plus de pouvoir, ou plus de valeur que celle du constat, comme vous avez dit. Bien sûr, après, c'est qu'une question d'appréciation, mais il y a plein de situations du quotidien dans lesquelles vous voulez anticiper un risque. Évidemment, le constat, ça a une force probante, ça s'impose au magistrat. Il est obligé de prendre en compte les éléments contenus dans le constat. Et après, le reste, on est sur des éléments qui vont potentiellement emporter son intime conviction, mais qui auront un impact différent. Anne-Lorraine, Pierre, si vous voulez réagir aussi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord sur la partie contradictoire. C'est vrai que si on va ensemble, ne serait-ce que prendre la photo, on la prend ensemble, on se met d'accord, on prend tous les deux la photo. Moi, je la prends avec mon smartphone, l'autre la prend avec le sien, et après, on produit les deux en même temps, et ça permet d'assurer. Simplement, ça veut dire qu'on est à la fois, on est dans un schéma qui est presque
amiable. On n'est pas forcément d'accord pour venir, quand on est en tension, on ne va pas forcément pratiquer ça. Et puis, il n'y a pas le côté... Bon, le côté de réactivité, on n'y est pas forcément. Donc c'est vrai que ce qu'il faut arriver aussi, c'est faire, typiquement, il y a le dégât des eaux, le voisin il est en vacances. Moi je prends ma petite photo, je pense, j'ai pas forcément en tête tout ce qui va se passer après, et finalement, comment je peux le faire d'une manière simple et qui ensuite fera qu'il n'y aura pas des discussions éternelles. Simplement, ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte que si des outils sont proposés dans ce cadre-là, sans parler que ça soit directement embarqué dans les téléphones et imposé comme tel. On pourrait rêver d'un outil qui serait standardisé et où on aurait cette fonction-là qui devrait être embarquée parce qu'elle a une utilité, mais en sortant de la science-fiction, mais simplement de se dire voilà, on a des outils, mais pour leur fiabilité, ils doivent reposer là-dessus, et donc finalement, je me dis que si j'ai utilisé ça, parce que c'est un cahier des charges qui est communément accepté et dont on sait qu'il garantit certains éléments de fiabilité minimum, ça permet, sur la base de cette sorte de norme, en fait, une norme au sens d'un ISO, mais sans aller forcément jusque-là, mais au moins, avec ça, on a quelque chose qui permet, quand je suis tout seul face à mon problème et que je veux garder une preuve, de pouvoir le faire sans que ça ouvre ensuite à une multitude de discussions. C'est un peu ça l'idée, c'est de permettre pour celui qui a un besoin de preuve, d'avoir quelque chose qui lui assure une sécurité minimale d'utilisation. Après, évidemment, la discussion, elle peut s'ouvrir, mais on sait bien aussi qu'une discussion, elle a un coût si on veut la mener beaucoup plus loin. C'est bon. Une autre question, du coup ? Merci. Je me posais une question suite à votre intervention, plutôt donc côté assureur. Qui est censé supporter le coût du recours à ce type de technologie ? Est-ce que vous, en tant qu'assureur, quand vous dites à votre client, bon d'accord, j'entends, vous avez un dégât des eaux pour reprendre l'exemple, mais sachez que nous, on vous invite à privilégier le recours à... Là, je parle de SmartPreuve parce qu'on évoque SmartPreuve, mais à ce type d'outil qui a un coût, puisque c'est un service, qui le prend en charge ? Est-ce que vous imposez donc à vos clients de prendre la charge financière qui a un coût supplémentaire pour rapporter une preuve, ou est-ce que vous le prenez en charge ? Alors, c'est pas grave, je vais parler. Non, attends, ça va pas être enregistré. Oula, merci. Merci beaucoup. Alors, de manière générale, sans parler de SmartPreuve, nous, en tant que protection juridique, on ne prend pas en charge les frais de matérialisation de la preuve. Ça, c'est la règle générale. Après, SmartPreuve, c'est un peu particulier. Nous, actuellement, on le teste en pilote, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de tester la solution, de voir à qui ça pourrait s'appliquer chez nous, à quelle étape du litige. Donc, comme le disait Alexis, on est plutôt sur de la phase amiable. À quel type de litige ? Là, on se rend compte que c'est notamment sur des questions de travaux, de chantier, où on va conseiller à nos assurés d'enregistrer des photos dès le début des travaux pour ensuite, s'il y a un litige, pouvoir prouver qu'à telle ou telle date, on en était à tel moment. Là, ce qu'on est en train de développer et de mettre en place, c'est de l'inclure dans certains de nos forfaits. Donc, c'est dans des produits de protection juridique spécifiques, notamment, par exemple, des produits qui vont être adressés à des copropriétés, où on sait que les copropriétés vont être amenées très souvent à faire des travaux, à devoir faire des affichages particuliers, etc. Là, on va leur proposer d'inclure un forfait en fait, de recours à SmartPreuve dans leur offre de protection juridique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre... Une autre question. Alors, je vous rapporte le micro. Dans ce cas, si vous réfléchissez à créer des forfaits, ça veut dire que ceux qui n'auraient pas ce forfait, donc qui sera, j'imagine, plus cher que l'autre, ils auront à leur... les moyens de preuve qu'ils apporteront
seront moins pris en charge que ceux qui utiliseront l'outil. Et donc ça crée en fait une espèce de déséquilibre entre vos différents clients et ceux qui utilisent l'outil parce que vous décidez d'imposer cette norme. Je comprends totalement les raisons et fondamentalement, je suis tout à fait d'accord. Mais je me pose juste la question d'imposer en fait un coût supplémentaire à quelqu'un qui se retrouve déjà dans une situation qui va déjà lui coûter de l'argent. Et En fait, de toute manière, on leur impose forcément des coûts, quel que soit le mode de preuve auquel ils vont avoir recours. C'est-à-dire que nos juristes vont expliquer à chaque assuré quel mode de preuve ils peuvent utiliser. Donc que ce soit un constat d'huissier, que ce soit le recours à Smart Preuve, on peut tout à fait leur expliquer que des solutions comme Smart Preuve existent, qu'ils peuvent y recourir sans que ce soit pris en charge dans leur forfait. Ils peuvent y aller en tant que particulier pour utiliser cette solution. Nous, de manière générale, en tant qu'assureur, on ne prend pas du tout en charge les frais de matérialisation de la preuve. Donc on ne prend pas en charge le constat d'huissier, on ne prend pas en charge les choses comme ça. Smart Preuve, c'est vraiment actuellement un test, une exception qu'on essaye d'inclure. Malheureusement qu'on ne peut pas inclure partout parce que ça ferait effectivement des coûts supplémentaires. On va voir, c'est un développement. Peut-être que si ça fonctionne bien, si on voit que c'est vraiment utile, selon les retours, selon les offres qu'on fait, on va peut-être l'inclure de plus en plus. Après, ça n'empêche pas aux juristes, quand ils pensent que ça peut être utile. Là, de toute façon, pour l'instant, on le propose à tout le monde dès que ça peut être utile gratuitement. En ce moment, on l'offre à nos assurés, on est dans un pilote, comme ça on teste, on a le retour de nos assurés, etc. On peut vraiment avoir ensuite de la matière pour travailler et savoir comment l'inclure dans nos différentes offres de protection juridique. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on a des offres de protection juridique très variées qui s'adressent à des professionnels, à des particuliers. On a des offres qui sont vendues à 2 € par an, donc on a des offres beaucoup plus chères. Donc on ne peut pas, de manière très simple, l'inclure partout. Et c'est pas non plus le but initial de notre métier. Donc quand on peut l'inclure et quand on y arrive, tant mieux. Après, on peut pas le mettre partout. Ça nous empêche pas que nos juristes expliquent que ce mode de preuve existe et expliquent à notre assuré qu'il peut y avoir recours à ses frais, certainement, mais on ne pourra pas prendre en charge de toute façon pour tout le monde. Et alors, juste un complément et je prends votre question après. L'objectif de... Comment ? Il y a des préfets répétibles. Alors, juste, mais c'est parce qu'en fait, mon propos va aller dans ce sens-là. L'objectif de solutions qui se développent sur le marché, notre objectif, c'est de rendre la preuve complètement accessible et la plus accessible possible. Il y a plusieurs barrières à l'entrée. C'est combien de temps ça me prend pour le faire et combien ça me coûte. Et en fait, on essaie de diminuer au maximum le temps que ça va prendre et on va essayer de réduire au maximum nos coûts fixes pour permettre au plus grand nombre de l'utiliser. Et aujourd'hui, Smart Preuve, c'est 10 € TTC, par exemple. Mais on est en train de réfléchir à la manière dont on peut réussir à tendre, pas vers zéro, ça, il y aura toujours un coût fixe, mais en tout cas arriver sur des prix très très bas sur des gros volumes. Et donc, du coup, le but, c'est de vraiment permettre à tous d'y accéder, de lever cette barrière-là, avoir accès à des moyens de preuve et ou à un professionnel du droit aujourd'hui, ça coûte trop cher et ça crée une asymétrie sur le marché et ça crée une asymétrie sur la justice et la possibilité de faire valoir ses droits. Aujourd'hui, la mission qu'on a, nous, c'est de lutter contre cette asymétrie-là et de donner des outils fiables à tous pour être cru, démontrer sa bonne foi et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être plus générales, parce que là on a focus sur des cas qui nous concernent et c'est normal, mais la question du référentiel preuve elle est plus large, notamment les questions qu'on avait, c'était une des questions sous-jacentes, c'est notamment dans les process. Aujourd'hui, un magistrat reçoit une capture écran, par exemple, qui a été un screenshot de fait. On sait à quel point c'est facile de reproduire un faux échange SMS aujourd'hui. Le magistrat va l'imprimer, ça reste posé sur son bureau pendant 15 jours. Il va griffonner le truc en disant oui, non, ou entourer un truc. Il va le faire suivre et puis ça arrive comme ça et ça pris en compte dans la procédure. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de moments dans lesquels la valeur probante du document peut être remise en question. Et voilà, tout ça, c'est des questions aujourd'hui qu'on se pose sur comment on fait le switch de l'un à l'autre. Et... Souvent, le trajet de la preuve. C'est vrai que c'est un sujet fondamental. C'est le trajet de la preuve et aussi un certain nombre d'allers et retours qui peuvent se faire entre le physique et le numérique. C'est aussi quelque chose qui remonte assez fréquemment. Et c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi peut-être réduire ces va-et-vient, réduire le trajet pour, là encore,
limiter les moments d'altération possible et d'altération involontaire. Parce qu'il y a l'altération volontaire, il y a l'altération involontaire aussi. Une preuve, elle se détériore par, le cas échéant, certaines copies, par ces allers-retours entre le numérique et le physique. Dans les juridictions, la problématique est bien connue. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est des sujets. L'objectif, encore une fois, c'est de faire remonter les différents problèmes et d'essayer de voir si on peut leur apporter des solutions qui sont des solutions simples, des solutions basiques, des solutions d'une forme d'hygiène aussi, parfois de comportement, qui va faire qu'on va fiabiliser par des solutions simples, par des règles simples, qu'on va pouvoir essayer de diffuser par voie de consensus, par voie d'accord de place, de convention. On sait qu'il y a des conventions qui sont nouées aussi au niveau juridiction, barreau juridiction, pour essayer d'amener des bonnes pratiques qu'ensuite on va pouvoir diffuser. C'est aussi par ces vecteurs-là que ça peut passer. En fait, c'est l'idée d'open law de toute façon de base, et c'est l'idée du droit souple. C'est aussi l'idée qu'on a les cadres juridiques qui sont ce qu'ils sont, on a le fait brut, et entre les deux, on raisonne peut-être pas assez dans cet intermédiaire, et on le remplit pas forcément assez, et il serait intéressant de le remplir parce que ça permet d'amener un certain nombre de solutions qui ne méritent pas forcément le relais réglementaire ou législatif, mais qui sont quand même intéressantes parce que elles peuvent, par une sorte de, je ne vais pas théoriser sur le retour à une sorte de coutume, etc. Peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est qu'on soit sur quelque chose qui est d'une diffusion telle que ça permet en fait de faciliter le travail au niveau où c'est nécessaire pour l'appréciation de la preuve, parce qu'on sait quand même que la question de la preuve est un mangeur de temps. Et aujourd'hui, on veut accélérer les procédures. Donc, si on peut réduire ce mangeur de temps d'une manière pertinente, on fait œuvre utile, je pense, dans le contexte aujourd'hui qui est le nôtre, d'un besoin de raccourcir un certain nombre de délais en supprimant des cailloux dans la chaussure inutiles. Et même en allant plus loin, l'idée c'est aussi de pouvoir inspirer des clauses qui seraient insérées dans des contrats, puisque finalement on peut faire les parties. On a le relais de la convention sur la preuve. Exactement. Et donc là-dessus, il y a potentiellement aussi un levier d'aspiration sur ok, là ça c'est une bonne pratique, mais on décide de le mettre dans nos contrats de sous-traitance parce qu'on sait que derrière c'est une bonne pratique qui va réduire un taux de litige ou de mésentente. Oui, parce qu'on a effectivement les cas les contextes de contentieux sériels. Typiquement, tu l'as dit, sur un chantier lourd, dans une relation d'affaires continue, où on peut aussi, par le biais de conventions sur la preuve, encadrer ça et faire qu'on arrive beaucoup plus vite à régler ces difficultés, parce qu'on aura utilisé le moyen de preuve sur lequel on sera mis d'accord, avec les garanties sur lesquelles on sera mis d'accord, sans un relais non plus législatif ou réglementaire. Ça, il y en a quand même un certain nombre de ces circonstances dans lesquelles on va avoir des nids de contentieux potentiels récurrents et où il vaut mieux encadrer les choses conventionnellement et ça permet de gagner du temps et d'éviter des contentieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 13h, mais on peut encore prendre une question si vous en avez. Ou vous pouvez venir discuter avec nous si vous le souhaitez également. Je vous souhaite un bon rendez-vous des transformations du droit. Et pensez à relayer le questionnaire à tous ceux que vous connaissez. Normalement, si vous étiez inscrit à la conférence, on va vous l'envoyer ce soir, demain ou la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Plus on aura de réponses, plus on a des cas qui reviennent et plus le référentiel va être nourri et pertinent. Donc voilà, relayez-le autour de vous, c'est ce qui va être le gage de travaux réussis. Un très grand merci.